Secure épisode technique. Je suis accompagné de David. Comment vas-tu? Super, merci Nicolas, très très bien. Je te remercie. Dans ce deuxième épisode-là, on va aborder l'interopérabilité entre composants de sécurité. Puis je vais partir de mon histoire à moi. J'ai été longtemps un fervent défenseur du best of breed, c'est-à-dire la meilleure solution pour arriver à résoudre un problème en cybersécurité. On est dans un domaine très complexe, très défini. C'est pas une approche qui est nécessairement très populaire ou qui n'a pas été très populaire malgré mon désir très grand que ça soit ça. C'est la meilleure solution pour régler le problème que j'ai en face de moi. Et c'est là où ça a accroché, de faire interagir ces différentes solutions-là ensemble. Dans mes 20 dernières années d'expérience, historiquement, on n'avait pas beaucoup de facilité à faire interagir. Maintenant, on a des meilleures facilités, puis vous avez contribué notamment à définir des standards ou à donner votre voix dans ces standards-là pour favoriser l'interaction ou l'interopérabilité de ces solutions. Et j'aimerais t'entendre sur ça, puis parce que moi, je suis super fan de cette approche-là. Ouais, c'est une dynamique qui nous tient à cœur et c'est vrai que nous, chez Sequoia, le côté ouverture et le côté interopérabilité, ça fait partie de l'ADN du produit, je dirais, mais surtout de la philosophie des gens qui sont dans l'entreprise. Donc, on aime bien le fait que derrière, même si on construit une solution et qui va se vendre, donc il y a une logique commerciale, mais que cette solution-là, elle puisse aussi avoir des hooks, on va dire, qui puissent être emparés par la communauté pour pouvoir servir des intérêts globaux. Et en fait, ça nous a amené il y a un certain temps à se dire que, je vais reprendre ton point sur la logique de best of breed, on a un certain problème sur le marché aujourd'hui, notamment sur le marché européen, c'est qu'on va être capable de sortir des bonnes propositions de valeur qui vont faire qu'on a un produit qui est bon, mais à l'échelle d'un tout un workflow cybersécurité, ce n'est qu'un produit. Donc si mon workflow, c'est un alphabet qui va de A à Z, mon produit, c'est juste la lettre C. Il est peut-être très bon, C, mais le RSSI qui cherche un workflow global, il veut quelque chose qui m'amène de A à Z. Et donc, du coup, moi, je suis qu'un composant, un très bon composant, mais tout seul. Et donc, du coup, face à des offreurs qui amènent des plateformes complètement packagées parce qu'ils ont pu racheter toute la compétition à coût de centaines de millions de dollars ou de milliards, on ne joue pas dans la même cour et on n'a pas la même capacité à rivaliser. Sauf si je dirais, on arrive à construire justement un enchaînement de lettres A, B, C, D par le biais des standards ou de l'interopérabilité. Et même si le terme standard, c'est des choses qui existent, quand tu te dis comment est-ce que tu vas rendre ton standard plus facile d'accès, bah là, ça coince, il n'y avait pas beaucoup de choses sur le marché. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre d'un projet qui au départ s'est monté avec deux autres sociétés, que sont donc du coup... on a fusionné ça à trois, donc Sequoia, Arfanglab et Glimpse. Donc Sequoia, je rappelle, solution de plateforme SOC. Arfanglab, c'est une solution d'EDR. Glimpse, c'est une solution d'analyse de malware. Donc du coup, on a travaillé à trois sur cet angle-là, sur cette logique justement du best of breed et comment créer de l'interopérabilité entre des bonnes solutions techno pour vraiment réussir à avoir un environnement qui délivre des alphabets complets. Et in fine, le but, c'est de se mettre en front des acteurs plateformisants, mais avec une approche différente. Au lieu de penser fonds d'investissement pour racheter la concurrence que seuls les très gros acteurs américains savent faire, en face d'avoir une approche, on va dire, qui promeut plutôt les standards, l'interopérabilité, des formats de données ouverts et faciliter les workflows justement pour le passage entre les différents composants de sécurité. Je vais donner un exemple qui, à mon avis, est un peu plus techniquement intéressant. On va dire qu'il se passe quelque chose qui a été identifié sur un endpoint. Donc là, il y a l'EDR qui va réagir et qui va dire « Oh, attention, process anormal, activité illégitime ». Donc l'EDR fait son boulot sur la machine, va éventuellement envoyer un événement de la télémétrie ou une alerte consolidée à un environnement central. Donc appelons ça un SIEM. Ce SIEM, on va dire, va remonter vers l'EDR en disant « Ah, c'est cool ce que tu m'envoies, mais du coup, ce serait bien d'analyser le fichier pour avoir plus de certitude. » Donc, retour à l'EDR en disant « File-moi le fichier pour savoir ce que j'en fais. » Tu collectes le fichier et là, il faut l'analyser. Donc, tu fais appel à une autre solution qui va justement faire cette analyse-là.
retour de l'analyse de malware qui va dire ah ouais, c'est vraiment dangereux, qui est envoyé au SIEM. Et là, typiquement, tu vas dire je retour à l'EDR, je vais pas suspendre l'utilisateur, isoler la machine, killer le process, peu importe. Dans tous les cas, une action qui va avoir du sens pour protéger les systèmes d'information. Là, on a un workflow qui est super sympa. Et on en voit bien dans ce workflow-là, on a utilisé un EDR, on a utilisé un SIEM, on a utilisé une solution d'analyse de malware. Et c'est exactement le workflow qu'on a pris en point de départ, justement, à Arfang Lab Sequoia Glimpse, pour dire, voilà, on a une approche où on a des workflows qui sont nécessaires. Et si on ne travaille pas en best of breed, en fait, on va galérer. Enfin, en interopérabilité pour faire sur l'approche de best of breed, on va galérer. Donc, c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire. Et la solution le projet qu'on a porté s'appelle OXA, OXA, Open XDR Architecture. Et Open XDR Architecture, pour être très logique, c'est une architecture ouverte permettant de faire du XDR. Et on en parlait ce matin, la terminologie XDR. Si on se dit qu'en fait le but c'est de pouvoir apporter les enjeux de détection, quelles que soient les technologies entrantes et de réaction sur toutes ces technologies-là, et le but, ça veut dire que dans le projet OXA, on va justement devoir proposer à tous les éditeurs les différentes composantes qui ont du sens pour pouvoir se brancher à un environnement de XDR. Donc là, je rentre un petit peu dans le détail, mais au sein finalement de cette approche OXA, on va avoir différentes couches qui sont présentes et qui sont différentes couches dont chaque éditeur peut s'emparer plus ou moins selon son produit. Je prends un exemple. La première couche, c'est le côté format de données qui vont être générés par les uns, consommés par les autres. Donc là, on est sur l'ingestion de données ou la génération d'événements. L'EDR va exprimer des alertes ou des événements. Quel est le format de données qu'il va pouvoir utiliser pour justement générer ces événements, ces alertes-là? Quand tu regardes sur le marché, tu as plein de choses qui sont possibles. Tu peux imaginer des produits qui vont parler. Historiquement, tu avais du CEF, tu peux avoir des formats un peu structurés façon CSV avec des points-virgules. Tu peux imaginer ça, mais tu as surtout beaucoup de formats propriétaires. Et ça, c'est complètement con. Chaque format propriétaire, c'est une galère pour le suivant pour être capable de comprendre ce format et pour en tirer une structuration. Idéalement, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui existent sur le marché qui sont intéressantes, comme OCSF, Open Cyber Security Framework, qui permettent de définir un cadre en disant voilà, pour les différents types de produits, voilà quels sont les différents champs qu'il est intéressant de présenter ou d'apporter. Et donc, du coup, tu as ton format de génération de données qu'un produit endpoint va pouvoir utiliser pour envoyer de la donnée à un composant suivant. Et le composant suivant, il va ingérer cette donnée pour être normalisé après dans son back-end. Ça, c'est une logique qui est très pertinente. Et du coup, tu vois, sur la logique d'OXA, sur juste ce premier layer-là, nous, notre but, c'est pas de réinventer la roue. S'il existe des choses justement comme au CSF, le but, c'est le fait de dire, voilà, on va promouvoir ce qui existe et qui est bien. Donc là, en l'occurrence, OCSF pour cette couche-là. Et puis après, on enchaîne les différents autres layers qui ont du sens. Donc l'ingestion de données, on va avoir une préférence sur tout ce qui va être OCSF. Sur ce qui va être les angles de l'automatisation. Donc là, on est sur la suite de l'échange. Lorsqu'il convient de revenir vers les produits pour justement les solliciter les uns avec les autres. Là, comment tu parles à des produits? En général, tu vas avoir besoin de faire appel à eux par le biais d'une console de management. Enfin, tu leur parles. Donc, typiquement, ça va être souvent des endpoints d'API que tu vas solliciter. Et aujourd'hui, il n'existe pas sur le marché de la cybersécurité une spécification d'API consistant à dire comment je parle à un EDR, comment je parle à un firewall, comment je parle à un SIEM. Je vais récupérer une base d'assets. C'est du propriétaire à gauche, c'est du propriétaire à droite. Il n'y a rien qui existe d'un point de vue structuré. Donc, nous, ce qu'on a proposé à ce niveau-là, ça vaut ce que ça vaut, mais en fait, c'est une spec d'API consistant à dire, voilà, pour un ensemble d'usages et de sollicitations de composants de sécurité, donc on a fait ce qu'on peut par rapport à ce qu'on connaît de périmètre, on estime que ce serait bien de pouvoir parler à un EDR pour lui dire, sur telle machine, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, voilà une spec d'API pour dire comment est-ce qu'il convient qu'il ait un process. Ou sur une logique de SIEM, voilà comment est-ce qu'il est intéressant de rajouter une règle de détection, etc., etc. Sur cette logique entre des composants qui se parlent ensemble, d'avoir un début de spec d'API pour dire voilà comment est-ce que je devrais solliciter
le composant dans un sens, le composant dans l'autre, le but étant de gagner en efficacité de fluidification entre deux produits de sécurité et qu'ils sachent mieux se parler ensemble. Donc cette spec, elle existe et le but, c'est que chaque éditeur puisse s'en emparer pour calquer sa propre spec d'API sur quelque chose qui soit proche de ça. Et plus finalement les gens s'emparent de ce langage-là, plus le produit voisin va être capable de plus rapidement communiquer avec quelque chose qui a du sens d'un point de vue workflow en amont ou en aval. Le problème que nous, on a, et je pense que tous les éditeurs ont, c'est que chaque fois que tu veux créer de l'intégration avec des autres produits, c'est une équipe d'intégration et tu es obligé de faire quelque chose de spécifique. Donc, disons, je ne sais rien, 3 jours pour faire l'intégration avec un produit, tu multiplies par 100 produits, tu as 300 jours qui sont à cramer. C'est complètement idiot. Si typiquement tout le monde savait utiliser une spec d'API, ton temps d'intégration serait minimisé et au lieu de passer des jours infernaux pour toutes les équipes d'intégration chez tout le monde, on irait tous beaucoup plus vite. Donc, ce serait de l'optimisation de temps ingénieur à l'échelle de toute la communauté. Donc, c'est vraiment cet enjeu-là. Donc là, tu vois, on a évoqué l'ingestion, on a évoqué le fait de pouvoir aller parler, donc automatiser les aspects justement vers les produits endpoint. Il y a un autre angle qui pour moi est hyper intéressant, c'est le côté distribution de threat intel. Alors nous, c'est vrai que chez Sequoia, on a une threat intel embarquée et tu peux imaginer pour d'autres workflows dans lesquels la threat intel est présente à un endroit. Le but, c'est comment je dissémine cette threat intel qui existe dans un environnement client pour le bénéfice de tous les produits de cet environnement client. Parce qu'après tout, le client, il a déjà payé sa threat intel commerciale, elle existe. Et donc, du coup, c'est un peu dommage s'il y a juste 2-3 personnes dans son équipe, certes, qui en bénéficient, alors qu'il a 15 produits qui pourraient s'appuyer sur des indicateurs techniques qui pourraient aussi bénéficier de ça. Donc, le but d'Oxa, là encore, c'est le fait de dire qu'est-ce qui est intéressant de faire d'un point de vue consommation de feed de threat intel pour disséminer finalement cette threat intel le plus largement possible au sein de mes produits que j'ai tous achetés sur mon périmètre client et qui finalement ont tous intérêt à bénéficier de cette threat intel pour être un peu en avance de phase d'un environnement SIEM, puisque lui, quand il va voir arriver les alertes, il y a peut-être 3 secondes qui sont déjà passées par rapport à quelque chose qui s'est concrétisé sur un environnement réseau ou un équipement endpoint. Donc le but, c'est amenons ça plutôt plus vite, plus proche de la menace, et ce qui va permettre de prendre des actions, par exemple d'un point de vue blocage ou autre. Et encore une fois, le but, c'est de maximiser la dissémination d'informations entre les différents composants pour le bénéfice des workflows utilisateurs. Donc c'est vraiment ça, Oxa, c'est un ensemble de couches d'interfaçage entre les produits pour faire en sorte qu'on maximise les transmissions de valeur et l'efficacité de workflow. Oui, puis c'est une très belle présentation. Je vais reprendre de mon expérience et de mon idéalisme que j'avais dans ce partage-là que quand j'étais plus jeune et fou. Et d'espérer cette interopérabilité-là il y a longtemps. Et par rapport à ce que tu mentionnes, pour moi, c'est l'exemple puis la façon de l'imaginer en dehors du monde de la cyber, c'est comme en médecine. Disons, il y a 15 ans, quand j'avais cette idée-là, le monde de la cyber était relativement petit. Crude en anglais, c'est probablement limité cru, au sens où on n'avait pas beaucoup de signaux, on n'avait pas beaucoup d'analyses, on n'avait pas beaucoup de choses qui étaient disponibles à ce moment-là. Donc, la plateformisation, comme tu la mentionnes, faisait sens dans une époque où on n'avait pas tant de différenciation ou de spécialisation qu'on avait. Si je prends l'exemple de la médecine, par exemple, j'accepterais jamais que mon médecin généraliste me fasse fasse de la neurochirurgie ou soit un chirurgien cardiaque. Et cette spécialisation-là, elle arrive avec le temps. Comme on l'a vu en médecine, on revient 100 ans en arrière, il n'y avait pas de chirurgien spécialisé dans chacun des domaines qu'on a maintenant parce que les champs d'expertise n'étaient pas développés. Donc, il n'y avait pas besoin à ce moment-là. Et avec les résultats qu'on connaît aussi, c'est-à-dire que si quelqu'un est un chirurgien généraliste, la capacité de faire une chirurgie cardiaque était moins bonne que ce qu'on a maintenant avec des chirurgiens cardiaques qui sont capables de faire des opérations spectaculaires qui sauvent des vies, tout ce que ça compte. Si on prend cet exemple-là, on arrive en cyber, il y a effectivement 15, 20, 25 ans, et on avait juste des généralistes, correct. On arrive maintenant, ça fait plus sens d'avoir des généralistes qui essaient de faire des travaux de spécialistes
comme en médecine, ça ne fait pas sens d'avoir un généraliste qui essaie de faire des travaux de spécialiste. Parce que c'est des sphères qui sont spécifiques, avec des philosophies qui sont spécifiques. Et cet effort de plateformisation, à mon sens, ne fait plus sens maintenant, puisque je ne peux pas croire que toutes les compagnies puissent avoir ce regard très transcendant sur toutes les facettes de la cybersécurité. Et on est dans un contexte, puis les professionnels vont se reconnaître. Il y a 20 ans, quelqu'un qui faisait de la cyber faisait à peu près tout et n'importe quoi. Maintenant, un spécialiste de coupe-feu ou firewall fait que ça, et un spécialiste IDS fait que ce qu'il a à faire. Juste d'un point de vue humain, c'est impossible pour la personne de spécialiser dans plus qu'un domaine parce que ça s'est spécialisé. C'est la même chose pour les compagnies, puis ça rejoint beaucoup ce que tu mentionnes. Et je salue énormément cette façon-là que vous avez de vouloir collaborer, parce que comme dans le système médical, les différents professionnels vont partager l'information entre eux autres. Ils ne s'en sentent pas menacés aussi entre eux autres. Le généraliste ne se sent pas menacé par le neurochirurgien ou le chirurgien cardiaque parce que c'est pas le même domaine, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes compétences, puis c'est des intérêts qui sont différents. Donc, dès lors, d'accepter le fait que ces joueurs-là interopèrent, mais il faut un langage, ce qu'on a développé en médecine, mais qu'en cyber, on est un petit peu en retard, à mon sens. Non, tu as raison. Et sur la partie langage, ça m'amène à une... Alors là, on est un peu en prospectif, mais on est un peu sur la réflexion. Et je me dis, si ce qu'on propose, on va dire, dans l'approche OXA, à travers une spécification d'API, ça peut prendre, ne serait-ce qu'un petit peu, à l'échelle de l'industrie. Tu vois, en disant, j'ai un début de trame, en disant, ce serait pas mal que je m'appuie sur cette API-là pour définir quelques capacités de mon produit, on va dire, à être actionnable d'un point de vue sensor, pas encore une fois produit de gauche, produit de droite. On s'insère toujours dans une chaîne, on n'est jamais tout seul. Et donc du coup, si je fais en sorte que moi, je suis plus facilement identifiable dans cette chaîne parce qui est utilisé autour de moi, le workflow et le bénéfice final utilisateur sera meilleur. Et il y a quand même aussi une tendance que je trouve hyper intéressante sur le marché aujourd'hui, c'est la logique de MCP. MCP va être une capacité à traduire finalement en langage naturel l'enjeu de pouvoir solliciter un composant, donc là en l'occurrence on parle de produits de cybersécurité, pour faire des choses. Mais MCP, plus quand même il va être capable de s'appuyer sur des trucs qui sont normalisés, plus ça va être efficace. Donc si tu dis, en fait je donne à manger à MCP, à mon serveur MCP, une spec d'API qui correspond à tous les produits de cybersécurité et que tous les produits de cybersécurité savent utiliser cette API-là, on a tous gagné. On crée un environnement de cybersécurité qui permet justement de faire ce best of breed beaucoup plus efficacement. Et il y a une autre logique aussi qui m'intéresse énormément, et là encore, c'est un parallèle assez fort entre ce que nous, on a proposé à l'échelle de ce projet OpenXDR Architecture. Et c'est une dynamique, une vision de marché. Alors, c'est Gartner qui porte ça. Ce qu'ils appellent CSMA, Cyber Security Mesh Architecture. Et en fait, c'est assez intéressant parce que Cyber Security Mesh Architecture, ça rejoint beaucoup la philosophie de best of breed. Alors, ça peut aussi rejoindre la philosophie de plateformisation, mais c'est le fait de dire la cybersécurité, c'est un ensemble de composants et qui ont nécessité de travailler les uns en enchaînement avec les autres. Alors, si je prends l'approche d'un acteur plateformisant, il va dire moi, j'ai déjà tout fait en interne. J'ai mon bus de traitement qui fait que le composant A s'est communiqué avec le composant B. Sauf que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas forcément toujours très efficace. Il y a souvent des composants qui sont des fois un peu pourris dans la chaîne. Je suis désolé pour le terminologie. Là où l'approche best of breed consiste effectivement pour un utilisateur à dire moi je veux ce produit-là parce que je sais que c'est le meilleur dans mon contexte et ce produit-là parce que je sais que c'est le meilleur dans mon contexte. Et donc là, la logique de Cyber Security Mesh Architecture, dans une logique plus interopérabilité que plateformisante, va permettre quand même d'apposer une façon de penser l'interaction entre les différents produits. Et ce qu'on propose d'un point de vue OXA, c'est presque ni plus ni moins qu'une manière, et moi j'aime beaucoup ça, d'opérationnaliser ce que Gartner propose comme étant vision future du marché. Alors, encore une fois, là on est sur du prospectif aussi, est-ce que ça marchera? Je ne sais pas, mais j'aime bien me dire qu'effectivement ce qu'on a fait là est un début de quelque chose qui tend à définir un peu un Graal de la cybersécurité, consistant à dire que chaque produit, enfin un ensemble de produits sont nécessaires en fonction de la maturité des clients, en fonction de ce use case, en fonction de plein de choses.
Et comment faire en sorte que ça marche le plus efficacement possible, que ce soit rapide, que ce soit efficace, que j'ai ma restitution de données qui soit dans un produit unitaire et que les autres ne soient juste que des facilitateurs finalement de ce produit numéro 1, que je puisse restituer cette valeur-là dans un dashboard principal, que quelque chose, on va dire, qui est vu par un produit numéro A va permettre de générer une action sur un produit numéro 2. C'est ça, c'est SMA, c'est ça, Oxa, et j'espère qu'on va réussir à avancer vers ça. Et j'espère surtout qu'une fois qu'on va commencer à mettre ça en visibilité de la communauté, que la communauté va s'en emparer. Il y a des exemples tout cons, hein, mais effectivement, tu vois, implémenter l'aspect d'API dans son produit, c'est le choix de chacun en disant j'y crois pas. Est-ce que je veux être plus interopérable ou pas? Et nous, on a essayé de faire un petit nugget, un petit zone d'intérêt pour les éditeurs de mettre ça en place, c'est des notions de label. En disant, en fait, tu t'auto-déclares d'un point de vue Oxa en disant, j'ai franchi je me suis rendu compatible à ça, je fais ci, je fais ça, je parle au CSF, tu vois, j'ai défini mon produit dans tel open repository. Et donc, du coup, le fait de te forcer à te déclarer comme étant interopérable sur tel point et tel point, tu es capable de clamer un label Oxa qui va te permettre d'être bronze, silver ou gold. Et ça, après, tu le promeus sur ton site web pour dire, voilà, moi, je suis à tel niveau. Et j'espère que les clients, c'est pareil demain, donc là, on est sur le marché, verront plus l'intérêt de favoriser dans les RFP ou dans les budgets l'enjeu de l'interopérabilité plutôt que l'enjeu de la plateformisation. Et c'est pour ça qu'on a fait ces petits labels-là. Et tout ça, c'est gratuit. Enfin, c'est de l'autodéclaratif, donc il n'y a pas de business derrière. C'est très intéressant. Puis là, je prends mes yeux de Nord-Américains qui ont vécu énormément la plateformisation malgré moi parce que je suis un fervent du best of breed. Puis le fait que je baigne dans l'écosystème français depuis un bon 5 ans, de voir comment l'écosystème français se développe notamment et comment tout ça se positionne. Et cette compréhension-là qui est très différente de la compréhension nord-américaine. Puis l'importance de ces labels-là pour quelqu'un qui est un peu moins saisi de ça ou ne travaille pas notamment avec des secteurs comme l'armée, par exemple, ou des secteurs très spécifiques qui ont des besoins très spécifiques, qui soient. Puis ça fait un lien aussi avec le précédent podcast de souveraineté ou de régionalisation. L'interopérabilité devient très intéressante dans un contexte comme celui-ci, que si une agence qui a besoin de souveraineté supérieure, de plus de souveraineté, va être capable de faire interagir des composants qui lui sont propres. Exactement. Et justement, d'arriver à, pas parce que c'est un best of breed au sens technique, mais c'est une nécessité réglementaire, une nécessité souveraine ou régalienne d'arriver à saisir le composant. Et donc, cette interaction-là entre les différents composants leur donne plus de souplesse et va justement avoir le curseur d'adaptabilité selon leurs besoins souverains, leurs besoins réglementaires, leurs besoins techniques. Et tout ça va s'organiser. Puis c'est vraiment, pour mon apprentissage, la France m'a beaucoup enseigné ça, de cette capacité-là de dire, OK, j'ai besoin de composants de l'armée, ou la gendarmerie ou le ministère a besoin de choses sur lesquelles on voit moins en Amérique de façon générale parce qu'on baigne dans un environnement de plateformisation, comme tu mentionnes. Et ce regard-là est très intéressant. Puis cette façon-là de voir les normes ouvertes, comme vous le faites prouver, est génial parce que ça va arriver à répondre à des cas d'utilisation qui vont devenir de plus en plus complexes dans le temps. Nécessairement, un peu comme je mentionnais, maintenant on a des neurochirurgiens, ce qu'on n'avait pas il y a 100 ans, parce que le besoin n'était pas là. Maintenant, on a besoin de la connaissance. La menace change, puis justement, cette réponse-là va aider à répondre à la menace qui ne fait qu'avancer, se professionnalise, puis ça, c'est plus théorique, c'est vrai qu'elle est des professionnels. C'est vrai que les États attaquent les autres États maintenant, qu'on le veuille ou pas. Puis dans certains milieux, c'est encore tabou de le dire, mais tous les États s'attaquent entre eux autres. Donc, d'arriver dans ce contexte-là, d'avoir des outils qu'on est capable de brancher ensemble pour notre réalité va devenir de plus en plus. Puis là, je parlais d'un contexte français, mais on va même parler de verticaux de marché. Disons, ceux qui sont dans l'industriel, ceux qui sont dans le minier, ceux qui ont des réalités qui leur sont même différentes. Les use cases ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes, mais ils vont avoir besoin d'un séquoia pour faire la colle entre les différents composants selon votre produit. Mais il va y avoir l'équivalent d'un EDR qui leur sont spécifiques parce qu'ils ont du OT, parce qu'ils ont des technologies, ils ont des éléments comme
qui sont différents et qui ne peuvent pas être desservis par une plateformisante comme ce que les Américains offrent. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'approche, celle de Gartner là, que j'évoquais, Cyber Security Mesh Architecture, qui propose vraiment une lecture du monde différente de celle que eux-mêmes posent aujourd'hui, hein, soyons clairs. Quand on va voir aujourd'hui la manière dont les technologies sont évoquées, c'est simple, on ouvre un grand livre, on regarde quels sont les Magic Quadrants de ces différents. Donc là encore, on est chez Gartner, ces différents domaines-là. Et en fait, les prismes de lecture qui sont donnés des solutions mentionnées dans ces catégories sont celles qui sont faciles à voir par rapport à une présence justement américaine. Sous-entendant, le marché domestique américain a permis d'atteindre un chiffre d'affaires, donc du coup, tu es plus ou moins fort dans tel domaine. La solution a plus ou moins été bien pitchée, donc du coup, tu es plus ou moins bon, on va dire, techniquement par rapport à la solution. C'est bien, c'est une lecture du monde, mais c'est une lecture du monde qui est américaine, parce qu'en fait, les autres pays dans le monde, donc éditeurs de par le monde, ne jouent pas forcément avec les mêmes critères de sélection. Et c'est là où nous, on part avec des points de retard en compétition face à ces acteurs américains. Et c'est là où justement où des pistes via l'interopérabilité permettent d'avoir des approches différenciantes. Donc oui, c'est vrai que nous, on sait qu'on a, je dirais, un positionnement de produit qui est différent de ces acteurs américains, et on joue de cette piste de l'ouverture, de l'interopérabilité, et du coup avec un projet comme ça, comme Oxa, parce qu'on pense aussi que c'est une manière de repenser un petit peu l'approche de la cybersécurité sur quelque chose de plus intéressant et pertinent que l'approche historiquement, c'est pas si vieille que ça, mais celle de l'approche de la plateformisation basique. Là, c'est un peu une forme de plateformisation virtuelle, parce que ça revient quand même à ça, tu vois, à fédérer des composants ensemble, mais sur une logique où c'est pas le commercial qui les affecte s'ils fonctionnent ensemble, c'est pas les rachats, les fusions-acquisitions, c'est juste la logique de workflow, la logique de use case pour le bénéfice de client qui fait que ça fonctionne bien ensemble. Donc c'est différent. Il y a ça, puis je vais rebondir un peu sur cet aspect-là, parce que tu parles d'acquisition. Et puis tous ceux qui ont connu les très, très grandes entreprises, tu l'as connu notamment chez Airbus, c'est la très grande entreprise, donc la plateformisation à l'américaine, va finir par noyer l'innovation. Parce que les grandes entreprises sont ce qu'elles sont. Ouais. L'histoire nous l'a montré. Ouais. Là, je parle d'Airbus, dans le cas de ton expérience-là, mais il y a beaucoup au niveau américain. Ouais. Kodak est probablement un exemple très parlant de ils sont morts parce qu'ils ont refusé le numérique, la photo numérique, parce que pour eux, ça allait tuer leur marché qui était primaire à cette époque-là. Ils ont refusé. Donc, les très grandes entreprises en cyber également vont ne pas avoir le même degré d'innovation. Donc, ces petits joueurs-là, plus souples, plus rapides, plus capables de lire, sont nécessaires et vivent. Puis, on n'est pas dans un contexte que le marché est mature. Ouais. Et à mon avis, on ne sera probablement jamais dans un contexte où le marché ne va jamais être mature parce que la menace continue à évoluer avec la capacité de se défendre. Donc, dès lors, pour garder cette souplesse-là, nimble en anglais, là, cette façade d'agilité qui est nécessaire. Donc, la grandeur et même de façon contre-intuitive n'est pas positive à la cybersécurité. À titre, je suis complètement d'accord. Et tu vois, moi, ce que j'aime là encore beaucoup dans ce modèle Oxa, c'est un modèle, on va dire, qui promeut l'innovation. Sous-entendant, demain, j'arrive en tant qu'entrepreneur, je monte ma boîte, ma start-up, et au départ, j'ai qu'une preuve de concept, j'ai pas encore de clients. Donc ça va être hyper dur pour moi d'aller chercher mon marché et de me rendre compatible, on va dire, avec les exigences des RSSI. Enfin, ça va falloir que je développe plein de choses qui ne sont pas forcément nécessaires pour moi. Au départ, un front hyper pertinent, un enjeu de scale énorme, des enjeux effectivement de mise en avant sur le marché qui vont me prendre un temps infini. Bref, j'ai un ensemble de marches d'escalier dans mon parcours d'entreprise qui vont être hyper difficiles à atteindre. Maintenant, je bascule avec le modèle Oxa. Je me rends compatible justement Oxa. Et ça me permet d'être branchable beaucoup plus rapidement dans des workflows qui, eux, sont déjà des workflows matures de grands groupes. Donc là, imaginons, je me projette, je suis un acteur, je viens de lancer ma startup et j'en sais rien, j'analyse des flux vidéo, par exemple, pour identifier est-ce que c'est des deepfakes ou pas. Tu vois, donc c'est à proximité de la cyber, mais pas tant que ça. Et on voit bien qu'il peut y avoir une forme de connectivité. Et on voit bien que les workflows cyber vont amener, dans tous les cas, à s'intéresser à ces zones-là.
Et typiquement, ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà, sur la logique de nécessité à avoir des actions, on va dire, qui vont solliciter, par exemple, lorsque, j'en sais rien, le DR ou la solution email vient de voir un truc passer, que derrière tu as une vidéo, qui est présente, je vais vouloir l'analyser cette vidéo. Donc là, je vais faire appel à ma startup qui avant n'aurait jamais été sollicitée dans un workflow industriel parce qu'il aurait fallu attendre 3 ans avant qu'elle soit mature, etc. Là, par défaut, je vais la brancher, je fais appel à son moteur, j'ai la restitution de données, c'est présenté à un autre produit qui dit bien, pas bien, etc. Et du coup, cette startup-là, cette innovation, parce qu'elle est juste bonne sur son domaine, va prendre plus vite des parts de marché et va être capable juste de se présenter telle qu'elle est, c'est-à-dire vraiment en apport de valeur face à des grands groupes industriels qui sauront lui payer un petit peu, mais plus rapidement, lui permettant de prendre une place importante sur le marché. Là où ça aurait été très dur pour elle, sinon, dans le modèle classique. Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que un des problèmes pour les startups, notamment, puis vous devez le vivre un peu à certains égards, c'est que les grands groupes attendent un certain seuil. Ouais. Comme tu parlais de Gartner, il y a un seuil minimal pour faire affaire avec un grand groupe. En bas de ça, ils ne veulent pas parce qu'ils ont trop peur que la compagnie se fasse. D'avoir un standard, bien que ces composants sont interchangeables au sens où la start-up apparaît, si elle n'a pas de viabilité puis elle finit par mourir, ça n'a pas de conséquences pour le grand groupe parce qu'elle a son bus de traitement qui a été standardisé. Ils ne font que greffer ce qu'ils ont besoin sur celui-ci. Donc, ça l'ouvre encore plus de capacité pour des idées innovantes d'arriver à se confronter aux grands groupes qui, eux, sont très rigides, très conservateurs dans un univers autre. Mais ça l'ouvre cette porte-là, puis c'est magnifique. Parce que je l'avais pas vu comme ça. Puis la façon dont tu l'as exprimé, ça l'ouvre cette opportunité-là de... Je ne l'ai pas évoqué, mais tu as tout à fait raison et tu l'as parfaitement compris. C'est que non seulement ça permet d'être un promoteur, on va dire, d'innovation et donc du coup de faire en sorte que les capacités à développer de la startup va plus rapidement vers sa preuve de concept et sa valeur sur le marché. Donc ça, c'est pour l'angle des entrepreneurs. Mais sur l'angle des utilisateurs, c'est pareil. C'est que finalement, si tu fais en sorte d'avoir demandé dans ta stratégie budgétaire, ta stratégie de choix technologique, tu fais en sorte dans tout tes RFP de dire je veux que des produits qui soient compatibles au XA. Moi, ça t'assure sur le temps long. On va dire que même si tu en as un qui se plante, parce que j'en sais rien, il n'a pas réussi à atteindre sa solvabilité ou que j'en sais rien, l'évolution du produit ne te satisfait pas, tu en auras un autre qui sera branchable à la même place que l'apport de valeur qu'il avait dans ton workflow. Donc, ta capacité de résilience et donc du coup de remplacement de B1 par B2 deviendra hyper facile. Donc, ça a aussi ce vrai avantage-là pour les populations utilisateurs. Pour moi, j'y vois que du bénéfice en tout cas. Absolument. On a fait un grand tour. Est-ce que des aspects de cette ouverture-là qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder? Il nous reste encore un peu de travail à faire. On n'a pas encore fait, par exemple, un site web de présentation de ce qu'est Oxa. Aujourd'hui, les gens peuvent aller sur le repository de là où on l'a mis à disposition. Donc, c'est sur Open Cyber Alliance, qui est une spin-off de Oasis, structure de normalisation. Et OCA, Open Cyber Alliance, porte les projets qui promeuvent l'open source et qui promeuvent les standards. Donc, forcément, Oxa, c'est un projet comme ça. Donc, si vous allez sur le GitHub de Open Cyber Alliance, vous trouverez tout le repository Oxa. Les personnes qui veulent s'appuyer sur ça pour commencer à faire des devs, je dirais allez-y, servez-vous-en. Le but, c'est que ce soit vraiment quelque chose dont les gens s'en emparent. Il nous manque encore le fait d'officialiser le lancement du produit, le fait de faire un site web. Donc, on a encore quelques mois de travail devant nous pour mettre ça sur la place publique, mais j'espère vraiment que les gens s'en empareront parce que le but, c'est que ça serve à la communauté pour justement promouvoir cette vision de l'interopérabilité, au moins pour les besoins des opérations de cybersécurité. Peut-être ça couvre peut-être pas tout le scope de la cybersécurité, mais au moins pour ça, je pense qu'il y a vraiment un gain pour tout le monde, c'est-à-dire les populations utilisateurs, les éditeurs. Encore une fois, moi, c'est vrai qu'on l'a défini pour faire en sorte d'apporter du mieux pour la communauté. Oui, je vais mettre les liens dans les show notes de l'épisode. Merci énormément pour ce partage-là. Moi, ça me rend très enthousiaste de voir ces choses-là arriver avec la potentialité d'avoir quelque chose qui va révolutionner de façon tranquille, mais qui va quand même révolutionner le monde dans lequel on est et va nous donner des meilleurs outils. Moi, je suis plus sur le terrain, donc pour moi, je vois un avantage réel et j'aurai un gain énorme à avoir des outils qui sont interopérables de cette façon-là. Pour moi, ce n'est que du bon. Ouais, moi aussi, je croise les doigts pour que ça marche bien. Merci. Merci beaucoup.